Les conventions sont nécessaires à l'art sous un autre rapport encore. Dès lors qu'il peut prendre ses décisions rapidement et s'organiser en fonction de méthodes convenues, un artiste est à même de consacrer plus de temps à l'œuvre proprement dite. Les conventions permettent de coordonner plus facilement et plus efficacement les activités des artistes et des personnels de renfort. William Evans, 1953, explique ainsi que dans les arts graphiques, plusieurs artistes peuvent collaborer à la réalisation d'une même planche quand ils utilisent un système conventionnel d'indication des ombres, des reliefs, etc. Les mêmes conventions permettent ensuite aux spectateurs de déchiffrer ces signes essentiellement arbitraires. Considéré sous cet angle, le concept de convention fournit un point de rencontre aux sciences humaines et sociales, car il peut se substituer à des notions aussi familières aux sociologues que celles de normes, de règles, de représentations collectives, de coutumes et d'habitudes. Toutes ces notions renvoient à des idées et des formes de pensée communes qui sous-tendent les activités de coopération d'un groupe de personnes. Des acteurs comiques pouvaient interpréter des scènes burlesques à 3 personnages sans la moindre répétition, parce qu'ils n'avaient qu'à choisir une des petites pièces qu'ils savaient tous par cœur et se distribuer les rôles. Des musiciens de danse, qui ne se connaissent absolument pas, peuvent jouer toute la nuit sans autre concertation préalable que des indications de titre Sunny Side of the Street en 8 majeur et de tempo 1, 2, 3, 4. Le titre à lui seul désigne une mélodie, un accompagnement et peut-être quelques motifs en contrepoint. Les conventions qui régissent les personnages et la composition dramatique dans le premier exemple et la mélodie, l'harmonie et le tempo dans le second sont assez connues pour que le public réagisse à bon escient. Si elles sont uniformisées, les conventions sont rarement rigides et immuables. Elles ne constituent pas un ensemble de règles intangibles que chacun doit observer pour prendre ses décisions. Même quand elles semblent donner des indications très précises, elles laissent une part d'indétermination qui sera dissipée par le recours au mode d'interprétation habituel ou par la négociation. Une tradition d'interprétation, souvent codifiée par écrit, indique aux artistes comment jouer les textes dramatiques ou les partitions musicales qu'ils abordent. Les partitions du XVIIe siècle contenaient relativement peu de renseignements, mais les traités de l'époque expliquaient comment résoudre les questions laissées en suspens par les compositeurs, qui touchaient à l'orchestration, à la durée relative des notes, aux improvisations, fioritures et ornements. Les musiciens déchiffraient leurs partitions en tenant compte de tous ces styles d'interprétation coutumiers, ce qui leur permettait de coordonner leur activité. D'Art, 1967. Il en va de même dans les arts plastiques. À la Renaissance, les thèmes, le symbolisme et les couleurs de la peinture religieuse italienne étaient dictés dans une large mesure par des conventions. De multiples décisions restaient certes à l'initiative de l'artiste, permettant ainsi à des œuvres très différentes de voir le jour à partir d'aussi strictes conventions. Mais l'adoption d'une thématique et d'un vocabulaire conventionnel donnait aux spectateurs les moyens de déchiffrer les sentiments et les significations contenues dans le tableau. Observons d'autre part que même là où l'interprétation des conventions s'est fixée dans l'usage, en étant devenue elle-même conventionnelle, les artistes peuvent décider ensemble de faire les choses différemment, car la négociation permet le changement. Les conventions font peser de lourdes contraintes sur l'artiste. Elles sont d'autant plus astreignantes qu'elles ne sont pas isolées, mais participent de systèmes inextricablement liés, si bien qu'une modification mineure peut entraîner toute une série de changements en cascade. Un système de convention s'incarne dans les équipements, les matériaux, les sujets, la formation, les installations, les lieux disponibles, les notations et d'autres éléments encore qui doivent tous changer si un seul est modifié. Danto, 1980. Que l'on songe à tous les changements entraînés par le passage de la gamme chromatique de 12 sons conventionnels dans la musique occidentale à une autre qui comprend 42 sons par octave. C'est ce que Harry Partch, 1949, a fait dans ses compositions musicales. Il est difficile, voire impossible, de reproduire ces microtonalités sur les instruments occidentaux classiques. Il faut donc adapter les instruments habituels ou en inventer et en fabriquer d'autres. Dès lors que les instruments sont nouveaux, personne ne sait en jouer et les musiciens doivent apprendre tout seuls.
La notation occidentale conventionnelle ne convient pas pour écrire une musique à 42 sons. Il faut donc mettre au point une nouvelle notation et les musiciens doivent apprendre à la déchiffrer. Ceux qui utilisent l'échelle chromatique conventionnelle de 12 sons pour leur composition bénéficient sans y penser de ressources qui sont comparables. Alors, il suffit de quelques heures de répétition pour exécuter correctement une musique composée à partir de 12 sons. Une musique employant 42 sons exige infiniment plus de travail, de temps et de ressources. La musique de Parch a été jouée, mais c'était souvent parce qu'une université l'invitait pour une année scolaire. À la rentrée, il recrutait un groupe d'étudiants intéressés par son projet. Pendant l'automne, ces étudiants fabriquaient sous sa direction les instruments qu'il avait inventés. Pendant l'hiver, il apprenait à jouer des instruments et en déchiffrait la notation que Parch avait mise au point. Au printemps, il répétait plusieurs œuvres et pour finir donnait un concert. 7 ou 8 mois de travail se soldaient par 2 heures de musique. 2 heures pendant lesquelles un orchestre musicien confirmé aurait pu exécuter une musique plus conventionnelle après 8 ou 10 heures de répétition. La somme de travail et de ressources supplémentaires que cela avait réclamé donne la mesure des contraintes imposées par le système conventionnel. De même, les conventions qui fixent les normes de la bonne photographie ne correspondent pas seulement à des critères esthétiques plus ou moins acceptés par tous ceux qui intéressent la pratique de la photographie d'art, Rosenblum, 1978, mais aussi à des contraintes incorporées dans le matériel et dans les fournitures que fabriquent les principales firmes spécialisées, les objectifs, les boîtiers, les sélecteurs de vitesse, les bagues de mise au point, les pellicules et le papier sensible mis sur le marché ne représentent qu'une petite fraction de tout ce qui pourrait être fabriqué, une sélection de produits compatibles entre eux et dont l'utilisation permet d'obtenir des tirages papier corrects. Avec un peu d'astuce, on peut même les utiliser pour obtenir des effets que les fabricants n'ont pas prévus. En contrepartie des contraintes, les photographes ont un matériel normalisé et fiable, produit en série, qu'ils apprécient énormément. Une pellicule Kodak Tri-X achetée n'importe où dans le monde aura les mêmes caractéristiques et produira les mêmes résultats, peu ou prou, qu'une autre achetée ailleurs. Les limitations inhérentes à la pratique conventionnelle ne sont pas absolues. On peut toujours s'y prendre autrement, sachant ce que cela peut coûter en efforts supplémentaires ou en obstacle à la diffusion des œuvres. Le compositeur Charles Ives en a fait l'expérience. Il a travaillé sur la polytonalité et la polyrythmie au tout début du siècle, à une époque où elle dépassait les compétences des instrumentistes de formation classique. Les musiciens new-yorkais qui essayèrent d'interpréter sa musique de chambre et ses œuvres symphoniques déclarèrent qu'elles étaient injouables, que leurs instruments ne pouvaient produire de telles sonorités, que les partitions étaient totalement impraticables. Ives renonça à les convaincre, mais continua à composer sa musique comme il entendait. Ce que nous retiendrons plus particulièrement, c'est que tout en éprouvant une certaine amertume, Ives vécut cette épreuve comme une délivrance. Cowell, 1954. Si personne ne pouvait jouer sa musique, il n'avait pas besoin d'écrire en fonction des capacités des musiciens, d'accepter les conventions contraignantes qui régissent la coopération entre un compositeur et des exécutants. Comme sa musique n'était pas destinée à être jouée, rien ne l'obligeait à achever ses œuvres. Il se garda d'approuver le jugement précurseur de John Kirkpatrick, qui trouva sa Concord Sonata irréprochable, car cela aurait voulu dire qu'il ne pouvait plus la modifier. Il n'était pas obligé non plus d'adapter son écriture musicale aux contraintes matérielles imposées par les modes de financement habituels. Aussi écrivait-il sa 4e symphonie pour 3 orchestres. Le caractère impraticable de cette œuvre s'atténua peu à peu. Leonard Bernstein a dirigé la première audition en 1958 et depuis elle a été jouée maintes fois. En règle générale, la rupture avec les conventions et avec toutes leurs manifestations dans les structures sociales et dans la production matérielle accroît les difficultés de l'artiste et réduit la diffusion de ses œuvres. Mais en même temps, elle augmente sa liberté d'opter pour des solutions originales à l'écart des sentiers battus. Dès lors, nous pouvons envisager toute œuvre d'art comme le fruit d'un choix entre la facilité des conventions et la difficulté de l'anticonformisme, entre la réussite et l'obscurité. Les mondes de l'art. Un monde de l'art se compose de toutes les personnes dont les activités sont nécessaires à la production des œuvres bien particulières que ce monde-là, et d'autres éventuellement,
définie comme de l'art. Des membres d'un monde de l'art coordonnent les activités axées sur la production de l'œuvre et s'en rapportant à un ensemble de schémas conventionnels incorporés à la pratique courante et aux objets les plus usuels. Les mêmes personnes coopèrent souvent de manière régulière, voire routinière, de sorte qu'un monde de l'art se présente comme un réseau de chaînes de coopération qui relie les participants selon un ordre établi. Si ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui interviennent ensemble chaque fois, leurs remplaçants ont une aussi bonne connaissance des conventions applicables en l'espèce, si bien que la coopération peut se poursuivre sans heurts. Les conventions facilitent l'activité collective et permettent des économies de temps, d'énergie et d'autres ressources. Il n'est pas impossible pour autant de travailler en dépit des conventions. C'est seulement plus difficile et plus coûteux à tout point de vue. Des changements peuvent se produire et se produisent effectivement chaque fois que quelqu'un trouve un moyen de rassembler les ressources matérielles et humaines nécessaires. On repense complètement le travail de telle manière que celui-ci n'exige plus rien qui sorte de l'ordinaire. Dans cette perspective, les œuvres d'art ne représentent pas la production d'auteurs isolés, d'artistes qui possèdent un don exceptionnel. Elles constituent bien plutôt la production commune de toutes les personnes qui coopèrent suivant les conventions caractéristiques d'un monde de l'art afin de donner naissance à des œuvres de cette nature. Les artistes forment dans un monde de l'art un sous-groupe de participants qui, de la vie générale, possèdent un don particulier, apportent par conséquent une contribution indispensable et irremplaçable et par là font de l'œuvre commune une œuvre d'art. Les mondes de l'art n'ont pas de frontières précises qui permettraient de dire que telle personne appartient à un monde et telle autre non. Le problème n'est pas ici d'essayer de tracer une ligne de démarcation entre un monde de l'art et le reste de la société, mais bien plutôt de repérer des groupes d'individus qui coopèrent afin de produire des choses qui ressortissent à l'art, du moins à leurs yeux. Il importe ensuite de voir si d'autres personnes sont indispensables aussi à cette production de manière à construire peu à peu une image aussi complète que possible du réseau de coopération qui se déploie autour de l'œuvre considérée. Un monde de l'art est fait de l'activité même de toutes ces personnes qui coopèrent. Ce n'est donc pas, à proprement parler, une structure ou une organisation, et nous n'employons ces termes que pour évoquer l'idée de réseau de personnes qui coopèrent. Par commodité, nous admettons d'ordinaire que la contribution de nombre de collaborateurs est trop marginale pour que nous en tenions compte. N'oublions pas toutefois que cet état de choses peut changer et que ce qui est négligeable aujourd'hui peut être primordial demain, si pour une raison ou pour une autre, cette sorte de contribution devient soudain difficile à obtenir. Les frontières des mondes de l'art sont floues à d'autres égards. Le sociologue qui étudie les mondes de l'art discerne aussi bien, mais pas mieux, que les participants eux-mêmes, ce qui est vraiment de l'art, ce qui relève de la production artisanale ou commerciale, ce qui constitue une expression de la culture populaire, ou ce qui dénote une forme de délire. Pourtant, les sociologues résolvent plus facilement ce problème de frontières que les membres d'un monde de l'art. L'une des questions importantes dans l'analyse sociologique des mondes sociaux est de savoir quand, où et comment les acteurs établissent une démarcation entre ce qu'ils veulent donner pour caractéristique et tout le reste. Les mondes de l'art s'appliquent invariablement à déterminer ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas, ce qui est leur art et ce qui ne l'est pas, ce qui est artiste et qui ne l'est pas. C'est en observant la façon dont un monde de l'art opère ces distinctions et non en essayant de les opérer nous-mêmes que nous commençons à comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Christopherson, 1974, a employé une méthode pour la photographie d'art. De plus, les mondes de l'art entretiennent constamment des relations étroites et essentielles avec d'autres mondes dont ils essaient de se différencier. Ils partagent des sources d'approvisionnement avec ces mondes, y recrutent du personnel, adoptent des idées qui en proviennent et leur disputent leur public et leur soutien financier. Dans un certain sens, les mondes de l'art et les mondes des arts artisanales, commerciales et populaires appartiennent à un système social plus vaste. Même si toutes les personnes concernées comprennent et respectent la différence et les différences qui les séparent, une analyse sociologique doit prendre en compte ce qui les rapproche, somme toute. Par ailleurs, les mondes de l'art amènent certains de leurs membres à faire des innovations qu'ils refusent ensuite. Certaines de ces innovations engendrent de petits mondes distincts.
D'autres végètent dans l'ombre pendant des années, puis sont soudain accueillis par de plus grands mondes de l'art. D'autres enfin demeurent de splendides curiosités de l'intérêt purement documentaire. Leurs fortunes diverses reflètent les jugements de valeur artistique portés par les mondes de l'art contemporain, autant que l'action sans doute fortuite de toutes sortes d'autres facteurs. L'unité élémentaire de cette analyse est donc un monde de l'art. Mais ces deux notions, monde et art, font problème, parce que l'œuvre qui sert de point de départ à l'investigation peut être produite au sein de réseaux de coopération très divers et sous des appellations tout aussi diverses. Certains réseaux sont vastes, compliqués et axés sur la production d'œuvres qui appartiennent toutes à notre champ d'étude. De plus, de plus petits réseaux peuvent n'inclure que quelques-uns des personnels spécialisés caractéristiques des réseaux plus vastes et plus complexes. À l'extrême limite, un monde peut se composer uniquement de celui qui réalise l'œuvre en employant un matériel fourni par des personnes qui n'avaient pas l'intention de coopérer et ignorent qu'elles sont mises à contribution. Les fabricants de machines à écrire prennent part au petit monde de nombreux aspirants romanciers qui n'ont aucun lien avec le monde littéraire tel qu'on le conçoit traditionnellement. De même, l'activité coopérative peut se réclamer de l'art ou bien être exercée sous quelque autre dénomination, même si, dans ce dernier cas, elle débouche sur une production qui nous semble apparentée à celle des biens d'art. Comme l'art est une étiquette prestigieuse qui confère certains avantages à ceux qui peuvent l'apposer à leur activité, beaucoup la revendiquent pour leur travail. D'autres, tout aussi nombreux, se moquent de savoir si ce qu'ils font est de l'art ou n'en est pas. C'est souvent le cas pour les arts populaires et domestiques, tels que la décoration des gâteaux, la broderie ou les danses folkloriques. Ils ne trouvent ni dévalorisant ni important que leur activité ne soit pas jugée artistique par ceux qui se soucient de ces choses. Certains membres d'une société peuvent contrôler l'emploi de l'appellation historique d'art, ce qui limite le nombre des bénéficiaires des avantages attachés à celle-ci. Pour toutes ces raisons, il est assez difficile de déterminer ce qu'une analyse des mondes de l'art peut laisser de côté et ce qu'elle doit prendre en considération. Si on limite cette analyse à l'art communément défini comme tel par une société, on élimine beaucoup d'aspects intéressants. Les situations limites où des gens aspirent à la notoriété sans l'obtenir, ou encore celles où des gens font un travail qui pourrait passer pour de l'art aux yeux d'observateurs extérieurs, mais n'envisagent même pas cette éventualité. Cette position laisserait jouer pleinement les mécanismes de définition de l'art par les acteurs sociaux qui pourraient fort bien faire l'objet de notre étude. Mais en introduisant dans le champ de l'analyse tout ce qui pourrait répondre à la définition de l'art dans une société, on risque aussi de couvrir un domaine trop vaste. Presque tout peut répondre à une définition de ce genre, pour peu qu'elle soit utilisée adroitement. Je n'ai donc pas souscrit aux définitions classiques de l'art pour mon analyse, mais je n'ai pas tout inclus non plus, m'attachant aux situations limites où cette étiquette est contestée et à celles où des gens font quelque chose qui semble s'apparenter nettement à ce qu'on qualifie d'art, de sorte que les mécanismes de définition s'inscrivent au cœur de la réflexion. Tout cela m'a amené à accorder une grande attention à des œuvres auxquelles on n'a pas l'habitude d'attacher une valeur ou une importance artistique. Je me suis intéressé aux peintres du dimanche et aux couseuses de kilt, aussi bien qu'aux peintres et sculpteurs de la tradition des beaux-arts, aux musiciens rock aussi bien qu'aux concertistes, aux amateurs comme aux professionnels. Par là, j'espère laisser transparaître dans l'analyse la nature problématique des notions de monde et d'art et éviter de donner un poids excessif aux critères de ceux qui établissent les définitions conventionnelles de l'art pour une société. Bien que les mondes de l'art n'aient pas de frontières bien nettes, ils se caractérisent par leur degré variable d'indépendance, par leur relative imperméabilité à l'ingérence d'autres groupes sociaux organisés. En d'autres termes, ceux qui collaborent à l'œuvre considérée peuvent être libres d'organiser leur activité en se réclamant de l'art, comme ils le sont dans beaucoup de sociétés occidentales contemporaines, qu'ils fassent ou non usage de cette possibilité. Mais ils s'apercevront peut-être qu'ils doivent tenir compte d'autres intérêts défendus par des groupes constitués sur d'autres bases. L'emprise de l'État sur d'autres sphères de la société peut être telle que les acteurs importants du monde de l'art sont conduits à faire passer les intérêts de l'appareil d'État avant ceux des milieux artistiques. Dans certaines sociétés théocratiques, la production de ce que nos sociétés tiendraient pour des œuvres d'art
sera un aspect accessoire d'activités de nature religieuse. Dans des sociétés de pionniers, les questions de survie peuvent revêtir une telle acuité que tout ce qui ne contribue pas directement à la production de nourriture et autres biens de première nécessité passera pour un luxe inabordable. Le travail qui, de notre point de vue, ressortirait à l'art y est exécuté au titre des tâches domestiques. Tout travail qui ne peut être justifié par une nécessité immédiate est exclu d'emblée. C'est que pour constituer un monde explicitement fondé sur la réalisation d'objets ou de manifestations qualifiées, d'artistiques, les gens doivent jouir d'une liberté politique et économique suffisante, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. Il me semble nécessaire d'insister sur ce point parce que beaucoup d'auteurs communément rattachés à la sociologie de l'art traitent l'art comme un phénomène relativement autonome, échappant aux contraintes organisationnelles qui pèsent sur d'autres formes d'activité collective. Je n'ai pas examiné ces théories dans le présent ouvrage parce qu'elles portent sur des questions philosophiques bien différentes des problèmes prosaïques d'organisation sociale qui m'occupent. Donoff, 1979. Dans la mesure où ce que j'ai à dire infirme l'hypothèse de la liberté à l'égard des contraintes économiques, politiques et organisationnelles, mon propos contient forcément une critique des analyses de ce style. Les mondes de l'art produisent des œuvres et ils leur confèrent aussi une valeur esthétique. Ce livre n'énonce pas de jugement esthétique, on l'aura compris. Il analyse plutôt les jugements esthétiques en tant que phénomène caractéristique d'une activité collective. C'est que l'interaction sur tous les participants engendre un sentiment commun de la valeur de ce qu'ils produisent collectivement. Leur attachement commun à des conventions qui les rassemblent et le soutien mutuel qu'ils s'apportent les confortent dans l'idée qu'ils font quelque chose de valable. Et s'ils exercent leur activité au nom de l'art, la conjonction de leurs efforts leur donne la certitude de produire des œuvres d'art dignes de ce nom.